Merci de votre attention, madame, monsieur. L'actualité et cet exercice d'évaluation des politiques publiques débuté ce matin à Lomé. Les résultats attendus représenteront un coefficient important dans le développement. Le coup d'envoi des échanges a été donné ce matin par le Premier ministre Artem Seliagodji à Ouézounou. La population et le développement évoqués également ce soir à la faveur de cette grande conférence bilan qui s'est ouverte ce mardi sur la question en toile de fond le mieux-être des populations dont la démographie représente un défi majeur aujourd'hui pour les États. Enfin, cette rencontre entre les opérateurs économiques et la presse, les prochains accords de partenariat économique entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne ont meublé les échanges. Nous aurons tout à l'heure la précision dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le journal. Bonsoir à tous. L'actualité ce mardi, c'est donc d'abord le Conseil des ministres. Il s'est réuni ce jour. Voici le compte-rendu avec la ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et de la Formation civique. Madame, bonsoir. Bonsoir. Le Conseil des ministres s'est réuni hier, 24 mars 2014, au palais de la présidence de la République, sous l'autorité du chef de l'État. Au cours de ces travaux, le Conseil a examiné en première lecture un avant-projet de loi et un projet de décret et a adopté un décret. Ensuite, 3 communications ont été présentées au Conseil. L'avant-projet de loi examiné en première lecture par le Conseil porte statut de l'artiste dans la République togolaise. L'objectif que poursuit le gouvernement à travers ce texte est de créer un cadre législatif et réglementaire favorable à l'épanouissement des artistes en valorisant leur travail et en facilitant leur pleine intégration dans la chaîne de la production mondiale. Le premier projet de décret adopté hier en Conseil des ministres porte approbation de la politique nationale de l'emploi et du plan stratégique national de l'emploi des jeunes. Prenant en compte les défis majeurs que pose le phénomène du chômage et du sous-emploi, dont le taux combiné est de 28,6% pour les jeunes contre 29,3% pour l'ensemble de la population, le gouvernement avait lancé en 2006 un vaste plan de réforme en vue de moderniser le secteur de l'emploi. Sur la base d'une évaluation à mi-parcours des actions engagées à ce jour, le gouvernement s'est fixé comme objectif global de réduire, grâce à la politique nationale de l'emploi, le taux combiné du chômage et du sous-emploi d'au moins 8% sur 5 ans, soit une réduction du chômage de 0,5% par an et une réduction du sous-emploi de 1% par an. Le gouvernement entend ainsi faire face avec efficacité aux difficultés rencontrées par une jeunesse togolaise de plus en plus scolarisée et qui peine à accéder au marché de l'emploi. Le projet de décret examiné en première lecture par le Conseil est relatif à l'interconnexion et à l'accès aux réseaux de communications électroniques. Ce projet de décret qui intervient dans le cadre de l'application de la loi sur les communications électroniques adoptée en 2012 et modifiée en février 2013 vise à instaurer, dans l'intérêt des utilisateurs, un marché des communications électroniques plus ouvert et concurrentiel. Cette ouverture passe aujourd'hui par le développement des infrastructures et la création de passerelles entre les différents réseaux qui opèrent sur le territoire national. Le projet de décret autorisera, dès son adoption, l'établissement d'une interconnexion entre les différents réseaux et permettra, par exemple, aux abonnés d'un réseau A de communiquer sans aucune restriction avec les abonnés du réseau B et vice-versa. Au titre des communications, la première communication présentée au Conseil des ministres, conjointement par le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage et de la Pêche et le ministre des Enseignements primaires et secondaires, elle a permis cette communication d'exposer les grands axes de la politique nationale d'alimentation intégrée ainsi que ses retombées sur le plan social, culturel et économique. La politique nationale d'alimentation intégrée vise à garantir à chaque enfant l'accès à au moins un repas par jour à l'école, en tenant compte, bien entendu, des pratiques alimentaires de chaque milieu. Cette politique vise à valoriser et à favoriser surtout la réussite scolaire
en assurant le maintien des élèves à l'école et en offrant de meilleures conditions d'apprentissage. Les actions menées dans le domaine, notamment avec le concours de la Banque mondiale, ont déjà permis d'obtenir un impact positif sur la fréquentation scolaire grâce à la couverture de 252 écoles du primaire et du préscolaire, qui a généré un taux de scolarisation brut de 112%, un taux net de scolarisation de 86% et un taux d'assiduité de 89% pour le compte de l'année 2011-2012. Compte tenu de ces résultats, le gouvernement a décidé, conformément à l'axe numéro 3 de la stratégie de croissance accélérée pour l'emploi, la SCAP, de faire de la pérennisation de l'alimentation scolaire un axe stratégique du programme d'éducation pour tous. C'est pourquoi le plan sectoriel de l'éducation révisé en décembre 2013 se propose de porter le taux de couverture en nombre de bénéficiaires de repas de 5% actuellement à 20% d'ici 2017. La deuxième communication présentée hier en Conseil des ministres est relative à la Semaine nationale de l'évaluation des politiques publiques et de gestion axée sur les résultats de développement au Togo, qui a démarré ses travaux ce mardi 25 mars 2014. Cette Semaine nationale de l'évaluation des politiques publiques se situe dans le cadre des efforts déployés par le gouvernement pour asseoir une nouvelle approche des actions de développement en les appréciant désormais en fonction des résultats effectifs qu'elles produisent sur le terrain. Cette rencontre permettra de partager l'expérience des autres pays et d'initier les participants à l'utilisation des outils de gestion axés sur les résultats. La troisième communication présentée en Conseil des ministres a trait à l'organisation des États généraux de la presse nationale dans les prochains mois. Près d'un quart de siècle après l'avènement de la démocratie pluraliste dans notre pays, il apparaît aujourd'hui que la presse togolaise, en dépit des efforts multiformes qui ont été déployés, n'a pas réussi, pour diverses raisons, à se professionnaliser suffisamment. Les États généraux de la presse, qui sont prévus entre mai et juin 2014, auront pour thème le pari de la professionnalisation. Ils permettront, entre autres, d'instaurer un dialogue direct entre les différentes parties prenantes en vue de favoriser, grâce à un examen lucide de la situation, l'émergence d'une presse de qualité qui pourra contribuer durablement à la consolidation de la démocratie et de l'état de droit au Togo. Fait à Lomé, le 25 mars 2014, le Conseil des ministres. Merci beaucoup, madame, pour ce compte rendu. Le Conseil des ministres qui a également délibéré des décrets dont on découvre immédiatement. Donc, décrets de nomination sont nommés comme secrétaire général du ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Monsieur Yabré Dago, inspecteur du Travail. Directeur général du Travail au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Djouamenyo Komi Maoussi, inspecteur du Travail. Nommé également directeur général de la protection sociale au ministère du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, M. Binyandi Palakiem, inspecteur du Travail. Autre décret délibéré toujours en Conseil des ministres, le président de la République décrète article 1er sont nommés directeurs régionaux du ministère de l'équipement rural les personnes ci-après. Monsieur Tchendo Kola, ingénieur hydraulicien, numéro matricule 03 61 63 M, région centrale. Monsieur Nyakpaou Dadja, ingénieur hydrogéologue, numéro matricule 04 21 73 X dans la région des Plateaux. Monsieur Kolani Niempal, ingénieur hydrotechnicien, numéro matricule 04 21 74 G dans la région maritime. Article 2. Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Article 3. Le ministre de l'équipement rural est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise.
Par décret délibéré en Conseil des ministres, le président de la République, sur proposition du ministre de l'Équipement rural, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Monsieur Gazaro Yekoum Adasipa, gestionnaire de projet numéro matricule 0421 76 S, est nommé directeur des affaires administratives et financières au ministère de l'Équipement rural. Article 2. Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Article 3. Le ministre de l'Équipement rural est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, sur proposition du ministre de l'Équipement rural, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Monsieur Djatoz Bawa, ingénieur hydrologue, numéro matricule 042172N, est nommé directeur de la planification et du suivi-évaluation au ministère de l'Équipement rural. Article 2. Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Article 3. Le ministre de l'Équipement rural est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, sur proposition du ministre des Travaux publics et des Transports, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Monsieur Agbope Kokou Delato, numéro matricule 043698C, socio-économiste, est nommé directeur des transports routiers et ferroviaires. Article 2. Est abrogé le décret numéro 2011-012-PR du 5 janvier 2011 portant nomination. Article 3. Le ministre des Travaux publics et des Transports est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, sur proposition du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Docteur Bedibete Bonfo, ingénieur agronome, zootechnicien et gestionnaire, est nommé directeur général de l'Institut togolais de recherche agronomique ITRA. Article 2. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, sur proposition du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Monsieur Kofi Zombleou Edou, ingénieur agronome, est nommé directeur des ressources humaines. Article 2. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le président de la République, sur proposition du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Monsieur Koutera Kouminala Batana, ingénieur agronome et administrateur civil, est nommé secrétaire général du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Article 2. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Enfin, dernier décret, le président de la République, sur proposition du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, le Conseil des ministres entendu décrète. Article 1er. Monsieur Kofi Mawana Trekou, ingénieur agronome, est nommé directeur général de l'Institut national de formation agricole INFA de Tové. Article 2. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Voilà pour ce qui concerne donc ce décret délibéré ce jour en Conseil des ministres. Merci beaucoup, madame. On en vient maintenant au premier titre de cette édition, les politiques publiques et la gestion axée sur les résultats. Depuis ce matin donc, une évaluation est en cours. L'exercice a une incidence capitale dans le développement des pays. Les travaux ont été ouverts ce matin par le Premier ministre Arten Seliagoji. Alors, je vous les précisions et Dem Soussoupon. Le Togo amorce une phase importante de l'examen de sa politique de développement.
Une exigence guidée par la volonté du gouvernement de formaliser le système d'évaluation des politiques publiques et de gestion axée sur les résultats. Pour parvenir donc à l'élaboration d'une politique nationale de l'évaluation des politiques publiques, le Togo s'appuie sur l'exemple du Sénégal et du Bénin qui mettent déjà en œuvre ce mécanisme. Il contribue à rationaliser la prise de décision publique, à moderniser la gestion de l'administration et des services publics et à rendre plus efficaces les dépenses publiques. Il est important, il est essentiel de définir des objectifs au départ. Il faut savoir où on va, de s'assurer que les politiques mises en œuvre pour atteindre ces objectifs-là ont été efficaces, donc de s'assurer que les objectifs ont été atteints, de s'assurer qu'ils ont été atteints sans gaspillage, que les résultats sont pour réellement l'avantage des bénéficiaires, donc des populations. Ce que nous avons commencé à faire déjà, il y a 4-5 ans, c'est un état des lieux. Nous avons pu faire ce diagnostic de la pratique évaluative au Bénin, cet état des lieux, qui a fait ressortir vraiment les éléments autour desquels, et au niveau macro, et au niveau méso, et au niveau micro, il fallait construire quelque chose. La deuxième étape a été de mettre en place un cadre institutionnel de l'évaluation des politiques publiques pour permettre à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont concernés par cette démarche de se parler. L'évaluation des politiques publiques permet donc d'apprécier l'efficacité des stratégies et programmes mis en application en comparant les résultats aux objectifs assignés et aux moyens déployés. Cette analyse ne constitue pas un cadre de jugement sur la conformité d'une intervention à la loi et aux pratiques de bonne gestion comptable. Nous voulons du sérieux dans la gestion. Et l'évaluation des politiques publiques, c'est un pas dans ce sérieux dans la gestion. Ce n'est pas du contrôle, ce n'est pas de l'audit, ce n'est pas de la police, c'est de l'accompagnement des politiques publiques. Et donc, notre département ministériel accompagne les autres départements afin que l'impact soit le plus important possible pour les populations. Dans un contexte de difficultés socio-économiques récurrentes, la capacité à questionner les objectifs des pouvoirs publics et à débattre de la pertinence des actions revêt une importance capitale. C'est pourquoi la Banque africaine de développement soutient l'initiative du Togo. Et le Premier ministre, Seleagodi Kwesi Aoumezounou, a réaffirmé l'engagement du Togo à améliorer son système d'information pour permettre aux citoyens d'apprécier les actions de développement entamées. Ce constat doit nous indiquer qu'il faut une méthode performante dans la façon de formuler et de mettre en œuvre les politiques publiques pour ne pas déployer inutilement des énergies. Les attentes sont nombreuses. Nos populations nous attendent et il importe aujourd'hui de questionner l'efficacité, l'impact, la pertinence et la durabilité de ces politiques publiques à travers un processus plus achevé d'analyse de l'action publique afin de les axer plus résolument sur les résultats. L'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens nécessite la mise en œuvre des politiques publiques adéquates et efficaces permettant de répondre aux énormes défis socio-économiques auxquels fait face notre pays. Notre présence massive dans cette salle donne également une réponse claire et un sens à la clairvoyance qui a motivé la création du ministère auprès du président de la République chargé de la prospective et de l'évaluation des politiques publiques. L'évaluation des politiques publiques est un concept à la mode pour une meilleure gestion axée sur les résultats de développement. Une démarche fondée sur des valeurs telles que la rigueur, la transparence et la volonté de faire prévaloir l'intérêt général. Un seul et même objectif pour toutes ces politiques publiques passées au crible depuis ce matin, un mieux-être des populations. Ça passe d'abord par une meilleure santé, des structures bien mieux équipées. Le CHU Sylvanus Olympio en a un désormais pour les dialyser. Le centre d'hémodialyse remis complètement à neuf, équipé de nouveaux appareils, réceptionné encore ce matin. Le récit, Sylvain Raboutou. C'est un ouf de soulagement que poussent ces malades, plus particulièrement les dialysés, qui viennent de voir le complexe d'hémodialyse rénové et équipé de nouveaux générateurs de dialyse au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio. Fini donc les difficultés qu'éprouvaient les malades souffrant d'insuffisance rénale en matière de consultation. Entre-temps, nous avons un peu souffert à cause du manque des machines.
On faisait des dialyses de 2 heures, de 3 heures. Mais depuis que les machines là sont arrivées, nous faisons des dialyses normales de 4 heures, 2 fois par semaine. Et donc on se sent un peu mieux. Ce don de générateur de dialyse vient redonner du neuf à l'unité d'hémodialyse, qui est une unité de néphrologie de l'hôpital qui permet de faire une dialyse aux malades souffrant de l'insuffisance rénale, que ce soit aiguë ou chronique. 11 nouveaux appareils de dialyse neufs au service des patients. C'est un don de Toku Shukai, un groupe médical japonais, pour équiper ce complexe entièrement rénové au centre hospitalier universitaire Sylvanus Olympio. C'est le fruit des bonnes relations de coopération entre Lomé et Tokyo, un partenariat qui vient d'être concrétisé une fois encore. Le partenariat entre le Togo et le groupe Toku Shukai a pu être noué grâce à la détermination de votre dynamique. Nous sommes ainsi heureux en ces jours de contribuer au fonctionnement du centre avec notre modeste contribution. Toku Shukai, troisième groupe médical au monde, a été vivement salué par le gouvernement togolais à travers cette action multiforme qui vient augmenter le nombre d'heures de dialyse et une meilleure prise en charge des patients. Une structure appelée à jouer désormais pleinement son rôle. Le matériel que nous réceptionnons aujourd'hui comprend entre autres 11 générateurs neufs d'hémodialyse. Il s'agit de machines qui rendent possible les séances de dialyse. Ce sont des dispositifs complexes et coûteux qui assurent simultanément la production du dialysat et son ajustement à la prescription médicale, la circulation du dialysat à travers le dialyseur, la circulation du sang dans le circuit extracorporel, le maintien de l'ensemble du circuit à la température du corps du patient, le contrôle en continu de la composition du dialysat, de la quantité de liquide retiré au patient. À ces fonctions de base s'ajoutent désormais des modules optionnels qui permettent également de mesurer en continu différents paramètres pour s'assurer de la qualité de la dialyse. À présent, nous pouvons dire que le service d'hémodialyse du CHU Sylvanus Olympio est bien équipé pour jouer pleinement son rôle pour le plus grand bien des patients. Je voudrais donc inviter les responsables et les agents de ce service à faire un bon usage du matériel réceptionné. Avant l'envoi des générateurs issus du mémorandum du 25 novembre 2011 entre Toku Shukai et le ministère de la Santé au Japon, ce groupe médical a formé du personnel de santé, notamment un médecin, 2 infirmiers et un ingénieur biomédical à l'utilisation du matériel et à la pratique de l'hémodialyse. Question de santé encore et direction Palimé, le centre hospitalier de la ville là, vous allez le voir sur la table d'opération, eh bien, les patients, ce sont des enfants de 0 à 5 ans. Ils souffrent déjà à leur âge d'hernie, de fente labiale, des pathologies prises en charge depuis samedi par une équipe chevronnée de chirurgiens du CHU Sylvanus Olympio et de la chaîne de l'Espoir. Le récit, Robert Potogwe, Carmen Madia-Capo. Godwin, âgé de 2 ans, souffre d'une hernie inguino-scrotale droite, une pathologie qu'il traîne depuis sa naissance. Aujourd'hui, il a la chance d'obtenir sa guérison grâce à cette mission humanitaire organisée conjointement par le service de chirurgie pédiatrique du CHU Sylvanus Olympio et l'ONG Chaîne de l'Espoir. L'enfant l'avait déjà à la naissance, le scrotum était déjà volumineux. Chez lui, le tuyau n'a pas été fermé et donc les intestins passent par ce tuyau pour aller se mettre à côté du testicule. L'opération va consister à aller fermer ce tuyau pour que les intestins ne reviennent plus. Pour les enfants, il faut de l'expérience en anesthésie des enfants. Après, l'équipe de Lomé a bien l'habitude, mais c'est bien d'avoir un anesthésiste en plus. Parce que là, on a beaucoup d'enfants opérés en même temps. Godwin, tout comme les autres enfants, souffrant d'hernie, des hydrocèles et de la fente labio-alvéolaire, vont être opérés à la grande joie de leurs parents. Je me réjouis de la réussite de cette opération car mon enfant traîne cette pathologie depuis son enfance. Je salue vivement cette initiative de la chaîne de l'Espoir et nous remercions vivement le gouvernement togolais. Le geste est à sa 5e édition après Kara, Sokodé, Atakpamé et Vaughan. L'objectif reste le même,
voler au secours des couches vulnérables. C'est un problème récurrent. Ils ont des malformations, mais ils gardent ça pour eux. On ne sait pas pourquoi. Un problème de moyens certainement. Et voilà, quand ils nous voient arriver, ils sortent tous. Là, on a l'oscapité qui est sorti. On va essayer d'en opérer le maximum et puis on verra ce qu'on peut faire après. La chaîne d'espoir a pour mission de voler au secours de ces enfants dont les parents n'ont pas de moyens. Et du coup, comme le service de la chirurgie pédiatrique à Lomé pour les enfants, on ne peut que les appuyer. Environ 200 enfants seront opérés à raison de 20 cas par jour pendant une semaine. Les cas les plus critiques seront convoyés vers Lomé. La mission chirurgico-médicale s'achève le samedi avec un suivi durant un mois. Et la santé et l'éducation, l'accès universel à l'éducation et bien d'autres défis qui concourent au bien-être des populations. Le tableau est projeté depuis ce matin à Lomé et c'est à l'occasion d'une grande conférence sur la population. En toile de fond, les questions de développement. Charlotte Moussimé pour la précision. La quête perpétuelle de l'amélioration des conditions de vie des populations a conduit les Nations Unies à développer des programmes mondiaux consensuels pour orienter les États sur les questions clés de développement sur la période 1994 à 2014. 20 ans après la mise en application de l'agenda de la conférence internationale sur la population et le développement CIPD, les acteurs évaluent les résultats enregistrés pour faire face à l'après 2014. Au Togo, des avancées significatives ont été réalisées dans les domaines couverts par le programme. Il y a eu beaucoup d'améliorations. Amélioration dans le domaine de la santé, amélioration dans le domaine de l'éducation, surtout l'éducation des jeunes filles, amélioration dans le domaine de l'égalité et de l'équité, genre, amélioration de la gouvernance, amélioration dans les aspects d'accès aux opportunités économiques. Le constat est positif, mais le chemin vers la réalisation pleine, entière et totale de ces objectifs est encore long. L'une des thématiques émergentes de l'évaluation de la CIPD est le dividende démographique. Il apparaît aujourd'hui comme l'un des éléments moteurs dans le processus de développement des États. Pour nos pays en transition démographique, la réalisation du dividende démographique passera par la mise en place de politiques et programmes de développement qui favorisent l'établissement de relations de respect mutuel et d'équité entre les sexes et satisfassent plus particulièrement les besoins des adolescents en matière de connaissances sur la santé reproductive afin de les amener à assumer leur sexualité de façon positive et responsable. L'agenda de la CIPD post-2014, une fois validé, servira à consolider les acquis et à poursuivre les efforts par rapport aux perspectives pour le mieux-être des populations et pour le développement du Togo à travers une meilleure connaissance de la population, de sa croissance et une maîtrise des politiques nationales de développement du pays. Qui parle de développement évoque en filigrane les routes, l'école, les dispensaires, l'emploi et j'en passe, des doléances assez souvent exprimées par les populations pour leur mieux-être. Les structures déjà existantes ne suffisent plus, la population augmente. Question ce soir, quel est l'impact de la croissance démographique sur le développement? Question-réponse et Soram Théotéouf. De 1981 à 2010, la population togolaise a doublé et se chiffre à plus de 6 millions d'habitants selon le dernier recensement. Elle se caractérise par une croissance relativement forte, une prédominance de la jeunesse, soit 60% de moins de 25 ans et 42% de moins de 15 ans. Ce type de croissance ne rime pas avec les capacités de mobilisation des ressources économiques et sociales et a des impacts certains sur le développement. Quand une femme fait, par exemple, au Togo, comme le recensement l'indique, 5,4 enfants par femme. C'est ce que nous avons obtenu. Nous trouvons aussi que c'est un peu trop pour que nous puissions subvenir aux besoins des enfants. Alors, quand on fait plus d'enfants, la population croît davantage. Et c'est ce que nous appelons la croissance démographique. Et aujourd'hui, au Togo, c'est 2,8%, 2,84%, le taux de croissance. Et il faut toute une série d'actions dans tous les secteurs pour résoudre les problèmes que cette croissance démographique impose.
Que ce soit au plan national ou dans la cellule familiale, l'enfant a un coût, dit-on souvent, d'où la nécessité d'une politique de fécondité maîtrisée. Les pays à forte croissance démographique se doivent de trouver des mécanismes et stratégies qui permettent de faire de la jeunesse une force de production économique. L'idée de dividende démographique apparaît alors comme une alternative. Stabiliser la fécondité. Alors, si on en rajoute, donc on aura toujours le problème. Éduquer, avoir la possibilité d'éduquer, d'avoir une formation professionnelle adéquate pour ceux qui sont là. De telle sorte que la base de la pyramide va se rétrécir et ceux qui seront au milieu, les jeunes, les personnes en âge de travailler, seront plus nombreux, seront bien formés, en bonne santé aussi, éventuellement, et être des éléments, des actifs qui produiront pour une croissance plus accélérée. La Tunisie et la Thaïlande sont des exemples en matière de capitalisation du dividende démographique. Ce concept fait appel à un changement de mentalité et prône l'utilisation des méthodes contraceptives, l'éducation de la jeune fille et de la femme pour une sexualité responsable. Il est 20h31. Ce journal déborde un tout petit peu, dû d'ailleurs à la densité de l'actualité. Ce sera autre sujet évoqué maintenant, la 6e édition du Forum national du paysan togolais. Ce sera à partir de jeudi prochain. Les termes de référence de ce 6e rendez-vous ont été définis cet après-midi devant la presse. Le compte rendu de Carmel Madjiakapo. Institué depuis 2009, le Forum national du paysan togolais est à sa 6e édition. Thème: entrepreneuriat agricole et agriculture familiale, quel enjeu et quel défi. Il s'agira précisément d'échanger sur les thématiques de productivité et de promotion de l'entrepreneuriat agricole développé par le PNIANZA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Ce thème vise à rassurer les producteurs et à les faire prendre conscience de la place importante qui est la leur et qu'ils doivent d'ailleurs occuper pour promouvoir une forte croissance dans le secteur agricole. Vous savez que depuis quelques années, nous avons une émergence de petites entreprises agricoles qui travaillent en zone rurale pour promouvoir nos produits, depuis la production en passant naturellement par la transformation pour rendre nos produits compétitifs. Il y a donc lieu d'aider l'ensemble des acteurs du secteur agricole à mieux appréhender les enjeux et défis de leur investissement dans les diverses options et approches de développement économique basées sur l'agriculture. Il est question de les rassurer et de les faire découvrir les nombreuses opportunités que cette initiative prise, que le gouvernement a prise pour relancer véritablement le secteur avec un accent particulier sur la transformation. Nous allons mettre l'accent sur le potentiel qui existe sur le terrain et les amener à intégrer la chaîne de valeur. Pour cette 6e édition, c'est la ville de Kara qui aura le privilège d'abriter ce forum. Et ce sera du 27 au 29 mars prochain. Tous les acteurs du monde agricole y sont attendus. Également dans l'actualité ce soir, cette rencontre entre les opérateurs économiques et la presse, nous l'annoncions également en titre. Les échanges ont porté sur les accords APE, accords de partenariat entre l'Afrique de l'Ouest et l'Union européenne. Le compte rendu de Nancy Tchan avec Isidore Koubatine. Les Africains de l'Ouest veulent engager une nouvelle dynamique dans les accords de partenariat économique avec l'Union européenne. Déjà en février 2014 à Bruxelles, les négociateurs en chef de l'Afrique de l'Ouest, dans leur échange, ont acquis des compromis. Aujourd'hui, dans chaque État membre de la CEDEAO, l'heure est au partage des informations sur le processus des négociations et du cadre d'échange conclu avec les partenaires européens. L'objectif principal, c'est d'échanger avec les gens du média pour leur donner un peu plus d'informations sur le processus APE, les difficultés que l'on a eues dans la négociation de cet accord,
les résultats auxquels on est parvenu aujourd'hui. Le conseil ministériel de suivi, qui est composé des ministres du commerce et des finances des États, a tenu sa réunion le 17 février dernier à Dakar pour évaluer le niveau de consensus. Ce même niveau de consensus va être évalué par le Conseil des ministres de la CEDEAO, et le sommet des chefs d'État qui va suivre va également prendre en compte ces résultats-là pour décider enfin si la région Afrique de l'Ouest est satisfaite de ces résultats et s'il pourra signer cet accord et décider de sa mise en œuvre. Le projet de test de cet accord en négociation porte essentiellement sur la zone de libre-échange, l'Union douanière ouest-africaine, les mesures non tarifaires, y compris aussi des principes majeurs comme la libre circulation des marchandises entre les parties. Nous classons dans la catégorie des équipements qui peuvent être utilisés pour la production, et des matières premières qui entrent également dans la production de produits finis. Ces produits libéralisés vont concourir bien sûr à l'amélioration de la compétitivité de ces produits. La dimension développement de l'accord de partenariat économique représente la condition nécessaire pour tirer profit des opportunités qu'offre la libéralisation commerciale. Pour atteindre ces résultats, les États de l'Afrique de l'Ouest se doivent de mener à bien les programmes de mise à niveau des entreprises, de renforcement des capacités institutionnelles et des ressources humaines. Et quelques communiqués avant de refermer cette édition du soir. Communiqué à l'endroit des riverains et des usagers. Dans le cadre de l'exécution des travaux d'aménagement, de renforcement, de réhabilitation du réseau routier national, l'administration se propose de réaliser un audit technique et financier des projets relatifs. Ces prestations vont permettre à l'État de s'assurer que les fonds octroyés sont utilisés de façon rationnelle et efficace. À cet effet, et afin de faire réaliser les dites prestations en toute quiétude, le ministre des Travaux publics et des Transports et le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales invitent les populations riveraines et les usagers à respecter les consignes de signalisation et de sécurité afin de ne pas perturber l'exécution de ces prestations. Le ministre des Travaux publics et des Transports et le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales remercient par avance les populations riveraines et les usagers et comptent sur le civisme de tout un chacun. Autre communiqué à l'endroit toujours des usagers de la route. Il nous a été donné de constater que 1. Des véhicules à 2, 3, 4 roues ainsi que des gros porteurs sans immatriculation sont mis en circulation par leurs propriétaires et contrairement aux dispositions en vigueur. 2. Des véhicules immatriculés aux fins d'usage privé sont utilisés pour le transport en commun et ce sans l'accomplissement des formalités requises à cet effet. Les ministres des Travaux publics et des Transports et de la Sécurité et de la Protection civile demandent aux propriétaires de ces véhicules de se conformer sans délai aux dispositions en vigueur. Des instructions ont été données aux forces de sécurité de procéder à la saisie et à la mise en fourrière de ces véhicules aux frais de leurs propriétaires jusqu'à la régularisation de leur situation. Les ministres comptent sur le civisme de tout un chacun pour le respect des dispositions en vigueur en la matière. Dernier communiqué ce soir, communiqué de la HAC. Il nous a été donné de constater depuis quelque temps qu'il se développe une certaine activation du débat politique à travers les différents médias audiovisuels de notre pays. Il en résultait parfois des dérives. Le cas a été observé ces derniers jours sur plusieurs radios de la capitale. Parce que sa mission est de garantir et d'assurer, entre autres, l'expression plurielle des courants de pensée et d'opinion en matière d'information politique, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication rappelle à tous les professionnels des médias, les responsables des partis politiques et les membres de la société civile de s'en tenir à leurs obligations essentielles en cette période sensible. C'est pourquoi la haute autorité en appelle à la responsabilité et au professionnalisme des acteurs des médias dans la conduite des émissions débats et des émissions d'expression directe. C'est le lieu de réitérer la nécessité d'instaurer chaque fois que de besoin et de façon systématique le débat contradictoire, ordonné et rigoureux. Par ailleurs, la haute autorité reste convaincue qu'en s'obligeant à la diffusion d'une information honnête, pluraliste
et équitable, les médias jouent un rôle important dans l'enracinement et le développement de la culture démocratique. En outre, la haute autorité rappelle aux responsables des partis politiques leur mission de formation de leurs militants afin qu'ils s'interdisent toute attitude, tout comportement, tout propos de nature à porter atteinte à la dignité et à l'intégrité physique des journalistes ou de leurs invités et préserver les biens publics et privés. Enfin, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication se propose d'initier une série d'actions en vue d'améliorer la relation entre les professionnels des médias, les partis politiques et la société civile. Voilà qui m'a fin à cette édition quelque peu longue due à la densité de l'actualité. On note tout de même dans l'actualité ce soir ce soulagement pour les dialysés. Le centre d'hémodialyse au CHU Sylvanus Olympio, remis à neuf, est désormais équipé de nouveaux matériels, du matériel neuf réceptionné encore ce matin par le Premier ministre qui recommande un bon usage. La météo juste après, ce sera avec Cléo Sabine Poko dans un instant. Aujourd'hui c'est mardi et comme tous les mardis, c'est santé d'abord avec Carole Peto à Fanguedi à partir de 20h45. Comment vivre avec son diabète? Question essentielle. Merci à vous qui nous suivez ce soir à N'Djamena au Tchad sur la télévision togolaise et comme d'habitude toujours fidèlement. Excellente fin de soirée.